Pourquoi les gens se déplacent? Je repense à une chose qu'on a dit, c'est que ça fait aussi du lien de se déplacer. Les modes de déplacement sont liés véritablement aux aménagements, aussi bien à l'intérieur des villages que dans les intervillages. Déjà nous, on est plein de contradictions. Moi, je refuse maintenant les transports en commun. C'est certainement beaucoup plus écologique et tout ce qu'on veut, mais c'est pas fait pour les personnes à mobilité réduite. Moi qui n'ai pas de voiture, je sais que je suis perdu. Donc c'est indispensable. En fait, il n'y a aucune solution. Le dialogue environnemental, c'est une initiative qui est née de l'association France Nature Environnement Bourgogne-Franche-Comté et qui a été financée par la DREAL et la région. Donc l'idée, c'était d'aller sillonner la région, rencontrer des vrais gens et créer des espaces de parole pour leur permettre de s'exprimer sur un sujet qui nous concerne toutes et tous, à savoir la justice sociale et environnementale, et notamment la question de la mobilité. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous, on n'est pas venus sensibiliser les gens, c'est eux qui nous ont sensibilisés, c'est eux qui nous ont expliqué quelles sont leurs réalités quand il s'agit d'accès à la mobilité. Allez, ça tourne. Action. Donc on est allé dans des structures relais en Haute-Saône, dans le Jura, dans le Doubs, en Côte d'Or, dans le territoire de Belfort, en Saône-et-Loire et dans la Nièvre, rencontrer un tas de personnes avec des profils très variés. Alors, pour la caméra, est-ce que tu pourrais dire ton prénom et la ville où tu habites? Valérie de Belfort. J'habite 40 rue de la Gare à Lure. Mon prénom puis mon nom c'est Aubel-Philippe. Je m'appelle Michel, j'habite à Malan. Je précise que c'est Malan en Haute-Saône. Il existe un Malan dans le Doubs. Je m'appelle Céline, j'habite Faudé-les-Lures. Je m'appelle Catherine et je vis à Lusy. Donc, je m'appelle Anne et j'habite à Montagnier. Je m'appelle Nathalie Beau et j'habite à Montébézy. Philippe, j'habite à Lure. Je suis Noémie et j'habite à Chide, à côté de Lusy. Aurore, j'habite à Monteplein. C'est Hugo Plésia. Alors Mario, j'habite à Saulny-les-Bois. Je m'appelle Candice. François. Je m'appelle Mélina et j'habite à Étampigny. Moi je m'appelle Joël Béjean et j'habite à côté à la rue Rouleau. Maxime et j'habite pas une ville, un village, donc Étampigny. Moi c'est Françoise, j'habite à Belfort et j'habite dans l'immeuble. Bonjour, je m'appelle Méline. Tommy et j'habite à Amélie. Je m'appelle Joël et j'habite Pème. Je m'appelle Nina et j'habite à Lusy. Odile et j'habite Lusy. Alex. Je m'appelle Alvin et je suis dans le village de Plumont. Michael, j'habite au Val d'Ajol dans les Vosges. Alors je suis Nicole, bénévole à la ACE depuis X temps. J'habite Lure. Bonjour, moi c'est Sandrine. Sylviane, Belfort. Moi j'habite à Étrépigny et je m'appelle Camille. Michel, moi aussi. Je m'appelle Bruno et j'habite dans un village qui s'appelle Avray. Sophie, j'habite à Plumont. Je m'appelle Simon et j'habite Malan. Gaston, habite à Dzan. Je m'appelle Françoise et j'habite Lusy. Jean-François, j'habite à Lusy. Jean-Claude, j'habite à Lusy depuis 20 ans. Moi c'est Amélie et j'habite dans un petit village à Tazy. Marcel, j'habite Belfort. Je m'appelle Benoît, je viens de Lusy. Je m'appelle Nadège et j'habite à Lusy. Et puis on a commencé par leur poser une question très simple. Pour vous, se déplacer, c'est quoi? C'est me fatiguer, surtout pour faire les courses. Se déplacer, c'est la liberté. Ça me promène, ça me fait du bien, quoi. Ça me fait sortir un peu. Se déplacer, c'est la vie. Pour moi, se déplacer, c'est bouger, faire autre chose, jouer aussi. Des fois, on se déplace pour aller jouer et ça, j'aime bien. C'est dur. Des liens. Se déplacer, c'est déplacer. C'est-à-dire qu'il y a tellement de déplacements qui posent problème que j'en viens à dire ça pour poser une question. Se déplacer, n'est-ce pas déplacer? J'en ai un peu marre de me déplacer, j'ai fait toute la France, j'étais chauffeur routier. Donc maintenant, me déplacer, je suis casanier maintenant, je reste à la maison. Se déplacer, c'est à la fois de l'obligation et à la fois du plaisir. Un mélange de liberté et de contrainte. Ça veut dire d'aller dans une autre ville, dans une autre maison. Se déplacer, c'est prendre la voiture et aller d'un point A à un point B. C'est essayer de bouger quand on peut, mais moi je me déplace beaucoup en voiture parce que malheureusement j'ai énormément de mal à marcher maintenant. C'est aussi un moyen social. Et donc pour les inviter à s'exprimer, on a utilisé plein de formats très variés.
Il y en a avec qui on a fait des débats mouvants, on a fait des collages, on a fait des jeux de rôle, des jeux de société, des World Café, tout ça grâce à l'accueil des structures relais qui nous ont ouvert leurs locaux et qui nous ont permis d'accéder à une population locale et non militante. La première chose qui ressort de ces dialogues environnementaux, c'est que dans une région aussi rurale que la nôtre, on ne peut pas parler de mobilité sans parler de voiture. On voit bien que les situations, les points de vue et les besoins sont très différents, parfois même opposés. Mais mis ensemble, tout ça, ça montre comment la mobilité, c'est loin d'être un sujet simple et comment ça définit nos possibilités, nos choix et notre autonomie. Priorité donnée à la voiture par tous les industriels, etc. pour la création de, on parlait de zones artisanales, zones industrielles. Voilà, on mise sur le fait que tout le monde a une bagnole en fait, et du coup, qu'on crée la zone artisanale entre deux villages ou à 20 km, bah, c'est pareil parce que tout le monde pourra y aller. En fait, là, maintenant, on est en train de vivre le fait qu'on a donné, en fait, en reconnaissant que la voiture, c'est extrêmement pratique d'un certain côté, mais ça a été imposé. Rien que l'espace de stationnement, c'est 65 mètres carrés par voiture. Et juste pour garer, hein. La voiture est aussi une contrainte puisque financièrement, ça demande quand même à avoir un budget. Ceux qui n'ont pas de permis et les anciens qui... Parce que moi, je vois, on avait encore la doyenne il y a 2 ans, elle avait 95 ans, elle continuait à prendre sa voiture. Quand elle arrivait à la station essence, elle espérait que quelqu'un soit là pour lui mettre le gazole parce qu'elle ne pouvait plus. Et c'était un danger public. Mais en même temps, il y a une navette, nous, qui passe, il faut la réserver le mardi pour le vendredi, il faut y penser. Donc tout ça, c'est sûr que ils se disent, non, je vais prendre ma voiture. Mais j'ai pas mon permis, donc je suis en train de le passer. Donc pour l'instant, oui, je suis dépendante de la bonne volonté de quelqu'un de m'emmener. Je choisis pas de me déplacer moi-même. Je soumets à quelqu'un l'idée de me déplacer. J'ai quitté mon travail à Montbéliard, c'est rien qu'à cause du temps de trajet. J'en avais marre d'avoir une demi-heure tous les matins, une demi-heure tous les soirs de trajet en voiture. J'aurais voulu trouver une solution de porte-à-porte en transport en commun, mais c'était impossible. Enfin, si c'est possible, mais au lieu de mettre une demi-heure, je mettais 1h25 de porte-à-porte. Si j'ai 1 heure de route le matin, 1 heure de route le soir, 1 heure de route le matin, ça me permet de préparer la journée. Et 1 heure de route le soir, ça me permet de me déconnecter du travail et d'arriver chez moi et de passer mode vie privée. Sachant qu'on n'a pas de gros moyens. Donc on est obligé de prendre des voitures qui ne sont pas très écologiques, forcément. Pas très écologiques. Et pas très récentes. Voilà, pas très récentes. Bon, même si des fois on se déplace avec des moyens un petit peu plus écologiques comme des vélos, mais bon, automatiquement on essaye d'avoir un peu de modernité. Donc en fait, on se censure pas tellement, quoi. Moi j'habite en milieu rural, du coup les transports en commun pour moi, je comprends qu'en ville il faut le développer, mais moi je peux pas. Moi il me faut une voiture. Il faut la voiture. Moi c'est pas ma priorité, je préfère me concentrer sur le truc actuel et la voiture après. Ouais. Donc pareil, moi je compte habiter dans les grandes villes, donc pas besoin de voiture, il y a les transports en commun qui sont là pour ça. Il y a des bloqueurs aussi, pour les voyages. Déjà, j'ai pas de voiture, donc c'est un peu compliqué de se déplacer. Donc il y a le bus et puis le vélo ou à pied. Juste j'ai le permis, donc on va l'utiliser. Moi je pense pas qu'il y ait que la campagne, parce qu'il y a ici que des jeunes qui n'ont pas d'enfants. J'ai eu 3 enfants. Je veux dire, en bossant, t'as pas de voiture, ça s'appelle pas réussir sa vie, ça s'appelle juste répondre au quotidien. C'est vrai, quand on dit, toutes les familles, les logements le long du tram, parce que le tram c'est la solution. Savoir que les logements sociaux n'ont qu'une demi-place de parking, considérant qu'ils peuvent se passer de voiture. Si ça s'appelle pas réussir sa vie, ça s'appelle seulement s'intégrer, mais pouvoir participer, faire participer sa famille à tout ce qui est la vie quotidienne, la culture. Donc tout n'est pas accessible en transport en commun, loin de là, et surtout quand on a des enfants. Quand tu seras grande, tu aimerais aller au travail comment ? En voiture. Ça sert à rien d'aller en tracteur. À partir de 21h, il n'y a plus de train par exemple. Oui. Ça dure qu'une certaine période de la journée. On ne peut pas aller au spectacle à Montbéliard. Si tu y vas, tu ne peux pas revenir. Même pour aller au restaurant, tout ça, il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Même les week-ends, aller manger une crêpe ou quoi, non. Ici, on est abandonné, de toute façon. Je suis restée presque 3 ans sans voiture. Suite à ma dépression, j'ai perdu mon boulot, perdu mon logement, j'ai dû vendre ma voiture, voilà. Donc j'ai retrouvé du boulot, je vis du coup chez ma maman pour l'instant. Donc on se partage une voiture pour 2 conducteurs, alors qu'on est 4 personnes à avoir besoin de la voiture. Donc c'est très compliqué à pouvoir gérer les déplacements, tout ça. Et là, j'ai réussi à trouver une voiture, donc là, je suis en train de la refaire doucement, mais j'espère bien en 2026 avoir pouvoir ma voiture et pouvoir plus trop dépendre de ma maman, du coup, pour pouvoir aller au boulot ou aller faire des courses.
Voilà. Et puis on reste toujours sous influence. On a aussi tout ce que l'on voit principalement à la télévision ou à la radio. Il y a beaucoup de publicités sur l'automobile. Donc quand on regarde toutes ces publicités, ça nous donne envie aussi. Ça nous donne envie d'acheter une voiture, ça nous donne envie de partir. Donc on le fait, mais selon nos moyens. On fait plus de promotion pour Porto que pour le musée des Maisons Comtoises. Oui. Si on pouvait y aller en avion au musée. Ah bah oui. Ça changerait tout. Ah ça changerait tout. À bas coût. Et du coup, justice sociale rétablie. C'est ça. Il y a autre chose qui ressort très fortement de ces dialogues environnementaux, c'est la question des personnes qui se déplacent à pied, en poussette, en fauteuil roulant ou qui ont des fragilités mentales. Là encore, les témoignages sont très différents, mais tous montrent la même chose. La mobilité accessible, c'est un enjeu essentiel et c'est encore trop souvent un parcours d'obstacles. C'est une réalité qui interroge profondément notre manière d'aménager, d'inclure et de garantir un accès à la mobilité pour tous. Si on est dans l'air du temps du vélo et tout, mais faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de marcheurs, de piétons, et qu'aujourd'hui, quand tu es piéton, au-delà du fait que c'est toujours agréable d'avoir un sentier qui soit agréable à pratiquer plutôt qu'une bande enrobée, mais être piéton, c'est aussi être en poussette, c'est aussi être peut-être en fauteuil roulant, en accessibilité PMR, et qu'aujourd'hui, la plupart de nos collectivités, elles ignorent ces problèmes-là, et franchement, ça, c'est un vrai souci. Et des trottoirs à plus de 2 cm, c'est pas considéré comme PMR. Ce qui n'est pas juste, c'est qu'il y a plus de transport pour ceux qui ne sont pas handicapés, mais il y en a moins pour ceux qui sont handicapés. Donc c'est un peu injuste, ça devrait être le contraire. Ça, au niveau du département, il faudra leur dire que le bus... Je vais à un rendez-vous à Montpellier. J'ai commandé le bus une semaine avant. Il est arrivé à l'endroit du stationnement, puisqu'il faut demander le stationnement où il doit s'arrêter. Il a sorti la plateforme, et la plateforme ne s'est pas rentrée. Donc j'ai jamais pu prendre le bus. Donc pour dire que les bus, il y a des rigolades. Hein. Enfin c'est chiant à réserver une semaine avant, de bien préciser l'heure à laquelle on va prendre le bus, de bien préciser l'arrêt à laquelle on va le prendre, et de repréciser l'arrêt auquel on va le reprendre, et l'heure à laquelle on va le reprendre. Alors, en sachant qu'on part 3 jours, 4 jours, on ne sait pas à quelle heure on va revenir. Oui, alors là maintenant, compte tenu de mon âge, j'ai beaucoup de difficultés à me déplacer. J'ai des problèmes cardiaques. Donc très rapidement, je perds le souffle. Donc il y a beaucoup de déplacements qui me sont maintenant interdits. Mon credo, c'est faire exactement comme j'avais 10 ans de moins, mais au ralenti. Donc je vis au ralenti. Et vous trouvez ça difficile de prendre le bus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous dérangent de prendre le bus? Moi je dirais que non, parce qu'il y a l'application Gico déjà, elle est vraiment très bien faite. Donc on connaît le nom des arrêts, quel bus passe à quel moment, donc je trouve que c'est vachement bien indiqué. Donc, non. Moi d'un point de vue psychologique, des fois c'est difficile à cause de la maladie parfois. Ça peut être compliqué de pas être des dans fois, il y a trop de gens. En fait, déjà, d'un point de vue technique, si tous les jours on doit faire 1 heure de trajet aller-retour, ça fait beaucoup. Moi, je sais que si je fais déjà 20 minutes aller-retour, c'est compliqué, dû à la maladie aussi en partie, mais aussi le fait que parfois il y a des moments où, par exemple, le bus est plus ou moins bondé de personnes. Des fois, on va s'arrêter puis prendre un autre bus. C'est vrai que même s'il y a cette chance énorme qu'on a d'avoir beaucoup de bus qui peuvent nous emmener à tel endroit ou tel endroit. C'est parfois difficile quand même, avec, notamment quand il y a beaucoup de monde, comme je l'ai dit, puis quand il y a aussi le fait qu'on peut avoir des soucis d'anxiété, etc. Mais avec la maladie, des fois, je planifie très vite. J'essaie d'anticiper, ça peut m'angoisser aussi. Mais en soi, là, pour l'instant, la plupart des trajets que je fais, c'est très calme et très apaisé. Et puis on est très ennuyés, c'est ce que je disais, parce qu'on nous a supprimé nos bus. C'est vrai qu'il y en avait qui roulaient à vivre, mais on est coincés. Parce qu'il faut prévenir la veille qu'on ait un bus. Dans toutes les gares d'ailleurs, gare TGV, les quais sont pas à la même hauteur. Si la personne qui vous accompagne et qui est censée vous sortir a oublié que vous étiez là, vous vous retrouvez dans le TGV pendant un certain temps. Donc du coup, vous sortez 20 minutes après et le taxi que vous aviez commandé pour telle heure, il n'est plus là. Je vous raconte un peu mon histoire. Ma famille est à Lyon. J'ai une personne de ma famille très proche qui est très malade et je voudrais aller à Lyon. Je me suis dit, du fait que les bus, il n'y en a pas, tout ça, je me suis dit, je vais me débrouiller toute seule. Je vais prendre le TGV. Donc, pour faire les 170 km de Étang, là où j'habite, Étang-sur-Arroux, à Lyon, il y a à peu près 170 km. Mais j'ai 40 km, en fait, de Étang au Creusot, il n'y a rien. Je fais comment? J'ai même pas 60 ans, je peux même pas bouger, je peux même pas aller voir ma famille, c'est juste, on va où? Parce que moi, je suis obligée de réserver. Je peux pas y aller comme ça. Mais du coup, comment faire? Qui appeler pour me transporter? En fait, il n'y a rien. Alors, je me suis renseignée à Étang-sur-Arroux parce que j'ai vraiment essayé de tout chercher, de tous les moyens. Puisqu'on dit se rendre autonome. Donc je suis allée, le TER à Étang, il peut m'amener à Beaune,
je m'arrête, à Beaune, Lyon. Donc je mets 4 heures à peu près pour faire 100 bornes. Hein, bon, bref. Mais en fait, le problème, c'est que j'arrive devant le quai du TER. Alors, entre le quai et le TER, il y a 20 cm et il y a une marche de... Alors, il faut réserver une personne 2 jours avant qui vienne, tout ça. C'est pas possible en fait, c'est juste inhumain. On peut même pas aller au Creusot parce qu'il n'y a pas de personnel qui nous amène une rampe. J'adore la Bourgogne, franchement, moi j'ai habité Lyon 40 ans, je suis tombée amoureuse de la Bourgogne, vraiment. Je me suis dit, allez, j'étais valide, donc je suis venue et tout. Sauf que la maladie m'a rattrapée, ça fait 3 ans que je suis handicapée, au secours. Moi quand j'en parle autour de moi à Lyon, etc., on me dit, mais c'est pas normal. Alors on parle de l'inclusion, au secours, elle est où pour nous en fait ? Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, on m'a répondu, oui, mais vous êtes 1 ou 2, on va pas développer des trucs pour vous. Ah oui. On va où? Elle est où l'inclusion en fait? Donc en fait, j'ai pas droit. Donc je reste chez moi, j'attends qu'il y ait toile d'araignée. Et ça va quoi, en fait, je veux dire, je suis quand même un peu jeune et j'ai envie. Je veux dire, il y a ma famille, j'ai envie, comme disait la dame, d'aller boire un coup, d'aller. Mais ne serait-ce que ça. Et ma santé, je fais comment en fait? Donc là, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on soit entendu. Et comment faire? Moi, je vois où j'habite là, ici, il y a des places d'handicapés, et les gens, ils se garent, non? Donc, ils prennent la place d'une personne qui est vraiment handicapée. Quand je vais chez radiologue, je ne peux pas prendre ma voiture, parce qu'il suffit que j'arrive et que la place handicapée est prise. Donc je suis obligé de prendre un taxi et je paye de ma poche. On m'a proposé aussi, on m'a dit, mais prenez le taxi. Déjà, il faut que je trouve le taxi qui soit adapté au fauteuil roulant. 500 €. Moi, je vous dis, les gens qui sont handicapés, excusez-moi, mais ils ne sont pas aidés. Ils sont plutôt abandonnés, voilà. Il y a autre chose qui ressort beaucoup, c'est le fait qu'on demande aux personnes d'être plus écologiques, de réduire la voiture, de prendre plus le bus, le covoiturage, le vélo, mais il n'y a pas les infrastructures qui sont mises en place pour permettre cette transition. Les personnes racontent comment elles subissent une pression sociale et politique pour changer leurs habitudes, alors qu'en fait les moyens derrière, ils ne suivent pas. Et ce décalage, ça crée de la frustration, un sentiment d'injustice et parfois même de la colère. Moi je me suis battue, j'ai 3 enfants et le bus passe devant chez moi et en fait il ne s'arrête pas parce qu'on a un petit lieu-dit. Et du coup, d'accord. Et tous les matins, du coup, j'emmène mes enfants aux arrêts de bus. Effectivement, 2 km, 1 km, enfin voilà, je fais que ça. Il ne faut pas me parler de transport parce que la voiture, c'est obligatoire en fait. Tu peux pas faire autrement, il n'y a pas de transport du tout. Moi, je rigole quand on me dit, faut réduire les voitures. Et ouais, mais non, en fait, moi, là où j'habite, c'est impossible. Moi, je trouve pas ça juste, je suis obligée de prendre ma voiture. Moi, j'étais aide à domicile, j'avais une voiture. Maintenant, j'ai abandonné la voiture et je comptais un peu sur le bus. Et moi, ça me met un peu en colère parce que à chaque fois, on prenait le bus sans réserver. Et maintenant, je profite du bus que le vendredi parce qu'il n'y a pas de réservation. Et une fois, j'avais pris le bus vers 17h le vendredi. Et je sortais de chez Leclerc avec mes 2 sacs. Et comme il n'y a qu'un bus le vendredi à 17h sans réservation, et avec les élèves du lycée Bonaparte de Saint-Lazare, le bus ce jour-là était bondé, les élèves étaient debout, et le chauffeur m'a dit, vous ne pouvez pas monter. Il y avait trop de personnes, trop d'élèves, voilà. Moi j'ai un collègue qui n'a jamais eu le permis, qui habite Besançon, donc il a fait le choix de vivre pas loin de la gare de Besançon, puisque en plus formateur indépendant, donc amené à intervenir un peu partout en région. Il dit qu'avant il se posait jamais la question, en plus il intervenait beaucoup pour familles rurales, donc dans des associations en territoire rural. Il ne s'est jamais posé la question de comment il allait pouvoir y aller en transport en commun. Et bien ça fait 20 ans que désormais, il réfléchit tous ses déplacements. Ce qui dit qu'en fait, les mobilités en territoire rural se sont complètement asséchées en fait. Parce qu'aujourd'hui, pour aller de Nevers à Dijon, le trajet c'est presque 2h30 en temps normal. On aimerait qu'avec l'électrification, on passe en dessous des 2 heures symboliquement. Avant, on pouvait rejoindre toutes les petites villes. Aujourd'hui, on ne peut même plus aller de Luzy à Autun en train. Ils ont supprimé la ligne. Le matin, je prends le bus et on est extrêmement nombreux dans le bus et je trouve qu'ils pourraient mettre des grands bus parce que je remonte toutes
l'avenue Jean Jaurès. Donc il y a beaucoup de monde dans cette avenue Jean Jaurès. Franchement, entre les scolaires, les gens qui vont travailler, enfin, on nous encourage à prendre le bus et en même temps, moi ça me met dans un état d'énervement avant même d'arriver au travail. Dans les points négatifs, du coup, on déplorait du coup les problèmes de signalisation pour montrer le partage de la route. Parce qu'il y a des routes effectivement qui peuvent être accessibles par les vélos, les voitures et les piétons, et donc il n'y a rien qui l'indique, quoi. Donc là c'est un problème. Mais moi je fais aussi bien du vélo, mais en fait il y a des routes que je ne peux pas prendre à vélo tellement elles sont horribles. J'habite pas très loin, à 10 km de Marnay, à 10 km de Pem. Aller à Pem, je peux y aller en vélo, aller à Marnay, c'est pas possible. Il y a une route hyper passante et je prends pas le risque de la prendre à bicyclette. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Il faut à ce moment-là qu'on ait prévu des chaussées adaptées pour passer à la fois en voiture et en vélo. Il n'y a pas de place dédiée à des chevaux dans la circulation. On est soit avec les piétons, souvent en voiture. C'est rare qu'on puisse ne déranger personne. Il y a une chose aussi que je voulais dire, que je rajoutais quand même, qui est, je pense, important dans la ville, enfin, quand on habite en dehors de la ville. Pourquoi on prend la voiture et à partir d'une certaine heure, eh ben, il n'y a plus de lumière. Donc moi, toute seule, pour remonter chez moi, il y a 1,2 km à peu près. J'avoue que bon, quand je sors du cinéma à 22h... Oui, la lumière du téléphone, c'est pas top. Non, c'est pas top. Il y a musique même aussi. J'étais sorti, moi, je suis rentré l'autre soir de la salle des fêtes. Vraiment, j'étais perdu. Je tâtonnais comme ça, tu vois. Moi, j'habite à la campagne, il y a des aires de covoiturage, et il n'y a aucun point d'accès aux covoitures. C'est-à-dire, on n'a pas la même idée de la façon dont on pourrait contacter des gens. Donc aujourd'hui, il n'y a pas d'application simple qui existe pour dire, moi en fait, je suis là à 8h ou à l'heure de covoiturage, je vais à tel endroit. Ça n'existe pas, ça. Non. Alors peut-être ailleurs, peut-être qu'il existe des meubles à carte municipaux, j'en sais rien. Non. Mais je sais qu'il y a quand même une application de covoiturage qui existe au niveau local qui s'appelle Caros. Mais il faut que le déplacement, et c'est là que ça devient ambigu dans notre territoire, il faut que le déplacement soit intra-département. C'est-à-dire que si on va à Étupes, ça marche déjà plus. C'est pas qu'il n'y a pas le potentiel, c'est que ça demande une énergie qui est au-delà de l'énergie individuelle. Chacun de nous n'a pas les moyens d'aller contacter 300 personnes pour savoir s'il y en a une ou deux qui pourraient... Mes déplacements sont complètement aléatoires, donc ça ne va pas avec le covoiturage. Moi aussi, c'est pareil. Et si on est élu, il y a plusieurs mesures. Donc la première mesure, c'est diffuser les informations, les recueillir, les diffuser, réduire le nombre de voitures par la coercition, développer des infrastructures pour le vélo du quotidien et pas que le vélo du tourisme, favoriser le covoiturage avec, on disait, comment on fait pour se mettre d'accord pour le trajet du dimanche matin quand on va tous chercher le pain à la boulange à Pem. Le plus important, t'as oublié. Le truc, voilà, de base, c'est faire bouger une névrose généralisée qui est l'addiction à la voiture. Quand on parle de justice sociale et environnementale, il y a beaucoup de personnes qui évoquent une chose assez simple, c'est la possibilité de choisir. Or, ce choix, tout le monde ne l'a pas. Le prix des transports, l'absence de liaison, les contraintes pour les jeunes, les règles comme les zones à faible émission. Tout ça, ça pèse beaucoup plus sur les gens qui ont pas ou peu de moyens. Et donc on entend ici comment certaines politiques écologiques qui se veulent vertueuses peuvent être profondément injustes quand les alternatives n'existent pas. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire justice sociale et environnementale ? Les plus petits payent peu, les moyens payent moyen, et les très gros payent très gros. Et normalement, c'est censé garantir une justice équitable. Et après, l'écologie, elle vient aussi de l'économie, bien souvent. Ce qui fait du bien à la planète fait des fois souvent du bien à nos portefeuilles. Donc, des gens qui ont très peu de moyens étaient écolos avant là. Voilà. Donc on a dit le premier truc, l'injustice, c'est ne pas pouvoir choisir. Voilà, donc il y a la question des moyens financiers, des revenus, on a parlé des problèmes de déplacement domicile-travail, des problématiques que soulevaient les gilets jaunes. 3 € sur 4 refusent un emploi du fait des problèmes de déplacement. Le prix élevé du train, certes c'est un avantage, mais c'est tellement cher que en fait c'est réservé, je dirais, à une classe un peu aisée, quoi, pour des trajets quotidiens en tout cas.
Le train, des fois, ça chiffre, même si on a les tarifs jeunes, on n'a pas forcément les moyens de payer le billet. Donc oui, ça m'est arrivé d'annuler un voyage pour ça. Ce qui est très injuste aussi, c'est qu'avant, les billets de train étaient calculés au kilomètre. Donc partout en France, tu faisais 1 kilomètre, tu avais un prix. Là maintenant, tu peux payer 10 € à un endroit et à un autre endroit, tu vas payer 500 € pour la même distance. Si tu fais Belfort-Montbéliard, c'est le même prix que si tu fais Belfort-Étiquette. C'est 5 €. Moi je suis au RSA, donc c'est que 2 € par mois. Au niveau des tarifs du prix des abonnements de bus, je trouve que si vous n'êtes pas au RSA, vous payez 500 € l'année, je trouve que c'est beaucoup quoi. Alors il y a un secteur dont je n'ai pas parlé, c'est le déplacement des jeunes. Alors la région organise le déplacement vers les collèges, lycées autour de l'USI. Et là il n'y a pas de souci, le primaire. Par contre, dès qu'on va en lycée, ça se complique sérieusement. Pour nous, beaucoup de lycéens sont à Château-Chinon. Il n'y a pas de liaison entre l'USI et Château-Chinon. Donc ça, c'est un des premiers aspects de la mobilité. Oui, c'était une vraie injustice en fait. Quand tu es enfant ou adolescent dans un village, comment est-ce que tu fais pour profiter des structures sportives qui sont plus loin? Comment tu fais pour profiter des offres culturelles? Si tu n'as pas des parents qui font des navettes du matin jusqu'au soir, vraiment, il y a une espèce de différence fondamentale d'accès pour les enfants et pour les adolescents. Parce que les jeunes ici, sans voiture, ils peuvent rien faire. Et moi j'aimerais qu'il y ait un service de navette qui soit mis en service le soir pour les jeunes. Il y a une boîte de nuit pas loin, le Tilt, et on sait très bien les jeunes sortent là s'ils vont en boîte de nuit, et les bars du coin, il y en a 2 le soir. Donc c'est pas compliqué, il n'y a pas 50 endroits. Donc moi je souhaiterais que les vendredis soirs et les samedis soirs, il y ait cette navette au moins qui les rapproche de l'USI, parce qu'il y a trop d'accidents. Ma crainte c'est que un jour on frappe chez moi pour me dire que cette fois-ci c'est le mien. Mais ça pour moi c'est dans les deux sens, parce que par exemple quand je travaillais à Gré, dans un quartier en éducation prioritaire, je veux dire le gros truc c'était les enfants n'allaient pas en forêt. Et donc la question de la mobilité elle n'est pas uniquement du milieu campagne à la ville, elle est aussi de pouvoir sortir de la ville, même si c'est une toute petite ville qui est à proximité. Et là, les verrous, on voit bien que c'est pas que des verrous matériels. Je veux dire, il y a des verrous culturels. Est-ce que vous avez abordé de la question peut-être aussi de ces fameuses... Alors j'ai plus les termes, vous savez, je trouve le carbone. Alors je trouve ça par exemple, je peux comprendre peut-être la prépondérance psychologique derrière ça, mais d'un autre côté, je me dis que des foyers populaires, ça devient une vraie problématique. Tu parlais de pouvoir se rendre à un entretien d'embauche, mais si en plus tu arrives à avoir une voiture avec les moyens que tu as, mais que cette voiture ne rentre pas dans ce cadre-là, que tu es obligé de la déposer avant et de payer du coup un transport en commun, c'est aussi une problématique pour quelqu'un qui cherche du travail. C'est rajouter encore une pierre à la justice sociale, puisque finalement on dit non, t'as pas assez de sous pour t'acheter une voiture trop récente, donc tu rentreras pas dans notre ville. Et je trouve ça très très dégradant en fait. Plus de moyens égale plus de mobilité. Et effectivement c'est de l'injustice. Ouais. Beaucoup de gens parlent de la difficulté de s'y retrouver, de la fracture numérique, le fait de répondre à des consultations mais de jamais recevoir de retour, ou quand il y a des études qui sont menées mais personne n'en entend parler. Et à côté de ça, on voit que ce qui fonctionne encore, c'est les solidarités, l'entraide et les petits systèmes locaux. Cette tension entre initiative citoyenne et manque de circulation d'informations revient souvent, et dit beaucoup de la relation entre habitants et institutions. On a parlé aussi des injustices dans l'accès aux informations. Certains subissent une certaine précarité numérique dans tous les publics. Il y a un bureau d'études qui a beaucoup travaillé, si vous voulez, sur les problématiques de déplacement, justement, alors à pied, à cheval, etc. C'est un bureau d'études qui a fait une étude très très intéressante, qui est impossible à dissocier, si vous voulez, de tout ce qu'on est en train de dire là. Cette étude, on y accède comment? Je suis très contente d'entendre qu'il y a eu un travail de fait. Un travail considérable. Moi, citoyenne de base, je suis pas au courant de ce travail. L'information ne circule pas. Non mais attends, on était sollicité, on pouvait donner quel usage on avait de nos déplacements et qu'est-ce qui nous
manquait, qu'est-ce qui marchait bien. Moi j'ai répondu à ça en tant que particulière, hein, mais sauf que j'ai répondu, je ne me rappelle même plus comment je suis arrivée là-dessus d'ailleurs, mais j'ai jamais eu aucun retour. Tu vois, donc il y a le manque d'informations. On finit sur du positif, sur le fonctionnement encore de l'autostop. Moi je trouve que j'utilise encore ça. J'ai vu des petites plateformes au bord de la route, autostop partagé, sécurisé, je sais plus quoi, autour de Dole. Et ben, à mon avis ça fonctionne pas, mais je tiens à dire que ça fonctionne encore. Dans la tête des gens c'est pas parti, donc voilà. En gros, il fait une annonce, si vous voyez Simon en train de perdre l'autostop, prenez-le. J'ai pris une fois d'ailleurs un jeune homme en autostop parce que sa maman était hospitalisée à Autun. Il n'avait pas de voiture et donc la seule façon de pouvoir y aller, c'était à pied. C'est long. Alors, le ramassage scolaire, il est assuré par le département ou la région. Ok. Car de ramassage scolaire sont ouverts aux autres personnes. Ok. C'est une information qui n'est pas connue, sans réservation. Ok. En fonction de la place. D'accord. Très précis, hein, effectivement, c'est que pour l'aller et le retour. Mais ils sont ouverts aux personnes. Alors, c'est pas souvent en tant que les besoins, rendez-vous qu'on pourrait avoir, mais c'est une solution qui existe effectivement. La mobilité, c'est la région, c'est l'État, c'est les grands moyens, des grosses décisions qui n'ont pas été prises depuis longtemps. Nous, on peut commencer à développer des initiatives, mais après, il faut être soutenu lourdement. Il faut vraiment que ça se développe, déploie et que ça ne soit pas que sur le bassin de vie. Oui, parce que penser les projets, c'est pas un souci. Les gens, quand ils se mettent ensemble et qu'ils trouvent des idées ensemble, il y a toujours moyen de trouver des solutions. Le problème, c'est qu'on ne sera pas écouté, les solutions ne seront pas écoutées. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit sur une commune comme Luzy le nombre de personnes âgées qui font appel à ce service de Lusilien pour pouvoir venir faire leurs courses ou venir à la pharmacie pour des besoins essentiels, on pourrait les multiplier dans bien d'autres communes. Aussi faire au mieux en tant qu'humain. En fait, c'est vrai qu'on n'est pas parfait, on sera toujours limité à là où s'arrête la volonté de chacun. Et puis du coup j'ai mis pardonner quoi. Pardonner ceux qui pensent pas à ça, ceux qui... je sais pas, enfin voilà. Qu'on n'oublie pas quand même tout ce qui est entraide. Avoir une navette pour les personnes âgées de mon village pour qu'ils puissent aller à l'usine au moins acheter leur pain ou aller à la pharmacie et qu'ils ne seront pas obligés de demander tous les 3 jours à leurs enfants ou leurs petits-enfants parce que on est quand même assez très famille dans le village où je suis. Et je vois souvent les petits-enfants aller chercher les grands-parents, les emmener en pharmacie. Enfin, moi, je le fais pour ma grand-mère. Donc, je pense que faire une petite navette comme ça, même si c'est pas forcément tous les jours, mais comme un peu comme le Lusilien à Luzy, c'est-à-dire 2 fois par semaine, de pouvoir les emmener faire leurs courses, leur pharmacie, tout ça, je pense que ça peut être une des solutions qu'il faudrait potentiellement mettre en place dans les petits villages aussi. C'est pareil, moi, pour aller faire des courses, soit que je suis obligé de demander à des gens qui sont dans le coin et j'ai quelqu'un qui m'emmène de temps en temps, ma maîtresse qui m'apprend à lire et écrire. Donc elle m'a dit, Marie, je ne serai pas toujours là. Voilà, essaye de trouver quelqu'un d'autre, mais c'est pas évident de demander à des gens. Bon, maintenant, il y aura Action. Le problème, je me suis renseigné, les taxis Milo, c'est 17 €. Je crois que les gens n'ont pas tous les moyens. Si on était élu, peut-être plus de consultations des citoyens, des habitants, pour satisfaire au mieux, s'adapter à la demande, parce que là on est un groupe, mais on ne représente pas non plus la diversité qu'il peut y avoir dans un village. Il y a des réfractaires, il y en a qui ne viendront jamais à des réunions comme ça, etc.
Comment vous avez trouvé cet atelier? Déstressant. Ouais. Innovante, enrichissante. Ça fait du bien. Ça nous a donné envie de créer une grande maison ensemble. Ouais, c'était super cool. Je pense que ça fait du bien aux gens, à tout le monde, mais dans un contexte entreprise, je trouve que ça doit être pas mal quand même. Aujourd'hui, nous avons pu échanger avec des salariés, des administrateurs de l'EBE, même une de nos clientes qui avait été invitée, et dans un cadre différent de celui du travail. Et nous avons pu échanger nos idées sur justement ce qu'est la mobilité et se déplacer en milieu rural. Et c'est très enrichissant. Et je souhaite à beaucoup de personnes justement de partager comme on l'a fait aujourd'hui. On a réussi à faire parler Bruno, c'est beau. Oui. Non mais tu vois, je suis d'accord avec toi. On a quand même réussi à tous échanger. On a tous réussi à partager, même si pour les plus timides, tu as évoqué des choses en plus de ton expérience perso. Donc c'est... En tout cas, merci, bonne démarche. C'est vraiment tout à fait intéressant. Pour un petit village de 150 habitants, c'est très très important. Et développer ça le plus possible sur tous les sujets. En tout cas, merci. C'est un bel exemple parce que c'est dans des cadres comme ça que sur la mobilité ou plein d'autres qui devraient exister, qu'on puisse échanger, parce qu'on est très divers, on a besoin d'échanger nous et pas juste suivre des politiques qui nous sont imposées. Moi je trouve que c'était une question qui est intéressante parce que ça permet de nous poser et de nous poser sur un sujet, se poser avec les échanges de chacun, avec les problématiques de chacun, les envies de chacun. Ça donne une bonne base pour la réflexion, pour faire avancer. Écoutez, en tous les cas, c'était super cet après-midi, très enrichissant. J'ai beaucoup aimé. J'étais assez interrogatrice au début de comment ça allait se passer, qu'est-ce qu'on allait faire, mais en fait, je vois que c'est très utile, très enrichissant, et puis ça permet de confondre ses idées, et c'est tout le lien de votre projet en fait. Donc, bravo. Moi, je suis pas quelqu'un de base qui aime dire ce qu'elle pense ou à seulement certaines personnes. Donc, le fait d'avoir pu échanger à mon resto ou avec Jean-François, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je fais habituellement. Échanger avec des inconnus, même si on s'est déjà croisés, mais c'est pas comme si je parlais avec Odile tous les jours, quoi. Et c'est quand même intéressant ce genre d'échange parce qu'on peut voir qu'on n'est pas forcément tout seul dans notre cas, mais on voit aussi d'autres facettes je sais pas comment dire, du quotidien de l'autre. Ouais, voilà. Et en fait, on s'aperçoit qu'on n'est pas forcément tout seul dans notre galère entre guillemets, et que comme tout le monde dit, il y a forcément des solutions, il faudrait les trouver tous ensemble. J'ai trouvé ça en tout cas super, personnellement. Et puis c'est quand même ça qui compte un peu, tu l'as rappelé au début, c'est le truc un peu convivial, quoi. L'écologie c'est bien beau, mais il faut aussi un peu s'amuser, quoi. Il y a Bernard Dupont qui le dit très bien, qui était président de la Maison de la Nature, qui dit vulgairement sortez-vous les doigts des culs, puis amusez-vous, quoi. Rigolez, faites des trucs. Je trouve que ça en fait partie, il faut que ces trucs-là soient soit très sympa, puis vous avez réussi à rendre sympa. Cool, c'était plus petit. J'aime bien parler, mais je sais pas, je dirais peut-être à ceux qui m'entendent de profiter vraiment. Je m'appelle Hélène Henry, c'est moi qui ai fait la mise en récit du dialogue environnemental. J'ai participé à 2 DE, le premier à Lure et un des 4 DE de l'USI. Pour le reste, j'ai entièrement écouté et retranscrit les 6 autres dialogues environnementaux. J'ai déjà et tout de suite été impressionnée par le concept de cette action qui donne la parole à toutes sortes de gens et pas seulement des gens qui sont déjà mobilisés sur cette thématique de la mobilité. J'ai ensuite été très intéressée par les formats d'animation qui sont très variés, participatifs et dynamiques et qui permettent de libérer la parole et d'apporter du rythme aux rencontres. J'ai été surtout impressionnée par les réflexions et les idées des habitants.
J'ai réalisé que la mobilité, elle est partout, au cœur de nos vies, et que se déplacer, c'est pas la même chose si on habite en ville, si on habite à la campagne, si on est pauvre, riche ou vulnérable. Et évidemment, c'est plus facile si on est riche et qu'on habite en ville et qu'on est en bonne santé. Pour les autres, il peut y avoir beaucoup d'injustices. Je retiens aussi que les habitants ont plein d'idées qui sont réalisables à la condition d'être écoutés et accompagnés par les élus locaux. Et j'espère que le film, comme le récit, permettront de créer ici ou là des collectifs de dialogue et d'action, même à toute petite échelle. Et bravo à tous et à toutes.